Bonjour, mesdames et messieurs. Je dois vous l'avouer, j'ai hésité avant d'accepter de conduire cet entretien parce que je me suis dit, est-ce bien pertinent finalement de demander à un journaliste comme moi d'interroger un philosophe comme vous? Parce que, bon, réellement, vous êtes une pointure. Ancien élève Normal Sup, l'agrégation et un doctorat en poche. Vous êtes considéré à 43 ans comme un des philosophes les plus brillants de sa génération, auteur d'une dizaine d'essais, remarqués d'ailleurs. Vous êtes notamment enseignant à l'école prestigieuse École Polytechnique, où vous avez succédé à Alain Finkielkraut à la chaire de philosophie. Alors vous l'avez compris, je ne vais pas me lancer dans un questionnement de haute volée philosophique sur le thème retenu, c'est-à-dire les désordres de la passion. En béotien que je suis, je vais donc profiter de votre présence ici pour prendre une magistrale leçon de philosophie. Et puis comme c'est très bien, on va pouvoir en faire profiter le public qui a bien voulu venir nous écouter. Alors, tout simplement, comment définiriez-vous simplement, pour nous tous, le terme passion qui renvoie à des réalités sans doute très diverses, dont le seul point commun semble être l'excès? Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui met d'emblée la barre assez haute pour moi. Alors, je vous dois d'ailleurs un aveu. Nous en avons discussion en arrivant. Le sujet que j'avais en tête, c'était de traiter de la sexualité, puisque c'est ce qui m'avait été d'ailleurs demandé par l'éminent maire de Pau, mais qui n'a pas transmis l'information. Toujours est-il que nous nous retrouvons avec deux réalités qui ne sont d'ailleurs pas forcément exclusives l'une de l'autre, la sexualité et la passion en général. Alors, ce qui ne va pas m'empêcher d'essayer au débeauté de parler de la passion. J'indique simplement que le principe de ces rencontres, c'est de parler aussi de ces passions, et que là, pour le coup, je voudrais surtout, par les temps qui courent, préciser que si nous allons parler beaucoup de sexualité, ce n'est pas spécialement parce que je suis amateur de la chose, mais ni non plus d'ailleurs étranger, mais parce que j'avais animé un dossier de la revue Esprit sur cette question. Alors, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que les passions ou qu'est-ce que c'est que la passion. Je crois qu'il faut revenir à l'étymologie du terme. La passion, c'est d'abord associé à la souffrance, à ce que l'on subit, c'est-à-dire à un sentiment tellement vif qu'au fond, nous ne sommes pas, ou le sujet n'est pas en mesure de le dominer. Et là, d'emblée, on est dans un paradoxe, puisqu'à la fois la passion, c'est ce dont on souffre, pas forcément d'ailleurs au sens de la douleur, mais au sens où, encore une fois, notre liberté est dépossédée de toute intervention. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, quoi dans le monde nous fait plus agir, nous rend plus actifs qu'une passion amoureuse, ou une passion autre. L'avare, c'est celui qui va déployer une énergie incroyable, démesurée, vous l'avez dit, pour accumuler de l'argent, ou en tout cas pour ne pas le dépenser, tout comme le jaloux, c'est celui qui va déployer une énergie que l'on juge de l'extérieur complètement irrationnelle, pour s'assurer que l'objet de son amour lui reste fidèle. Ou d'ailleurs, et là on touche à l'aspect folie peut-être de la passion, peut-être aussi le jaloux s'assure-t-il d'abord de ce que en réalité celle ou celui qui est aimé ne lui est pas fidèle. Et là on touche à la démesure que vous évoquiez, c'est-à-dire que l'avare, de la même manière, c'est peut-être celui qui va vouloir évidemment ne rien dépenser, mais va être affolé à l'idée que l'argent, quelque part, ou en un sens, quitte ses mains ou sa poche sans sa volonté. Donc il y a dans la passion une tension entre ce que d'une part nous subissons, ce qui nous inscrit dans une certaine démesure, et en même temps, comment pourrait-on agir sans passion? Il y a une phrase célèbre du philosophe Hegel, « Rien de grand dans le monde ne se serait fait sans passion », c'est-à-dire qu'en réalité, c'est peut-être un point aussi important, il ne faut pas en rester au point de vue sur les passions qui est celui du sujet qui les subit. Il faut aussi regarder ce que les passions, quand bien même elles ont été souffertes par certains
par ceux qui les ont vécus, ce que les patients ont pu réaliser dans le monde et qui n'auraient peut-être pas simplement été réalisés par une perspective purement calculatrice ou purement rationnelle. Alors, finalement, depuis les Grecs et jusqu'à aujourd'hui, les passions ont toujours hanté l'histoire de la philosophie occidentale. Pourquoi cette façon permanente de hanter comme ça tous ceux qui y ont réfléchi à cette passion? Les passions, là, du point de vue en tout cas des philosophes, c'est très généralement, pas toujours, mais ce serait généralement un obstacle à la philosophie elle-même. Donc au fond, les passions, c'est l'autre de la raison, et par conséquent, ça a passionné, si j'ose dire, tous ceux qui voulaient ou qui entreprenaient de faire de la raison, de la sagesse. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse un objectif dans la vie, de ne plus justement se laisser envahir par cette démesure. Les Grecs avaient un mot pour cela, l'hubris, la démesure qui fait que, en quelque sorte, notre action, mais aussi notre pensée, notre connaissance, sont complètement focalisées sur un seul objet. Et en même temps, le mot philosophie, amour de la sagesse, indique qu'il y a quand même à la source du désir de savoir ou de connaître, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas de l'ordre de la raison, comme si la raison avait besoin d'autre chose que de la raison elle-même pour se mettre en mouvement. Et je crois que c'est déjà présent, puisque vous avez parlé des Grecs chez Platon, qui n'est pourtant pas un grand adorateur de la vie passionnelle, en tout cas sexuelle pour le coup, puisqu'il est le premier à condamner, chez les Grecs en tous les cas, le désir sexuel ou certaines de ses dimensions, l'éros comme il l'appelle, mais en même temps sans éros, sans désir, c'est-à-dire sans conscience du manque. Et en l'occurrence du manque de vérité, eh bien, il n'y aurait pas de philosophie elle-même. Alors, est-ce qu'un philosophe vise à ne plus ressentir de passion? Est-ce que la sagesse, c'est l'absence de passion? C'est une question qu'on peut laisser pour l'instant ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que la recherche de la sagesse, le manque qui est à sa source, ou la recherche de la vérité, elle suppose tout de même un élément passionnel. Très bien. On va aborder le sujet initialement imaginé par François Bayrou avec vous. La passion, est-ce qu'elle aveugle finalement l'homme, ou bien est-elle tout simplement pleinement humaine? Et là, vous allez pouvoir embrayer, si je puis dire, sur la passion sexuelle. La passion aveugle l'homme, et là aussi on retrouve le même paradoxe. Elle lui permet aussi de voir ce que l'être qui ne ressent pas de passion ne voit pas. Elle l'aveugle au sens où un être qui est passionné, quel que soit l'objet de sa passion, un être qui est passionné jauge toute chose à partir de l'objet vers lequel le porte son affect. Le jaloux ne verra les autres qu'au travers du rapport que ces autres entretiennent, ou qu'il imagine d'ailleurs qu'ils entretiennent avec celle qu'il aime. Par conséquent, il y a un effet d'aveuglement parce que c'est comme si le monde se réduisait à un point, l'argent pour l'avare, je reprends toujours les mêmes exemples, et peut-être le plaisir sexuel pour celui qui subit ou vit cette passion-là, qui fait que l'ensemble du monde va devenir en quelque sorte un décor pour l'objet de sa passion, un simple décor. Et donc ce que l'on reproche le plus souvent à la passion, plutôt que ses aspects moraux, j'insisterai plutôt sur le fait qu'effectivement cela nous empêche de voir tout ce qui n'est pas, ou tout ce qui est distinct de ce qui nous passionne, ou alors de le voir uniquement en rapport avec cela. Alors, c'est le premier point, cela nous aveugle en ce sens, mais en même temps, il faut bien dire, je dirais d'une certaine manière, toute la littérature l'atteste, cette manière d'être obnubilé littéralement par un objet est aussi une manière de voir différente de celle, disons, de l'être sans passion, à supposer qu'un tel être existe, c'est-à-dire de voir celui qui serait sans passion verrait toutes les choses de manière égale, sur un plan en quelque sorte horizontal, et à la fin ne verrait plus grand-chose, c'est-à-dire serait en quelque sorte dans une espèce de prévision plus que de vision. L'être calculateur, l'être qui s'est défait de ses passions, l'être qui, d'une certaine manière, a renoncé aux affects, c'est l'être qui prévoit, c'est l'être qui calcule, mais qui, de ce point de vue-là aussi, peut être aveuglé par son désir de ne plus rien ressentir. La passion sexuelle, est-ce qu'elle est une des marques fondamentales de notre société d'aujourd'hui?
plus que celle qui a traversé les siècles passés. Alors on y vient. La passion sexuelle est aujourd'hui, à mon avis, très paradoxale, parce que on peut dire d'une certaine manière que nous n'avons jamais été aussi libres sexuellement ou dans l'énoncé, non seulement l'énoncé, mais le vécu des désirs sexuels. Et pour prendre un signe de cela, c'est que dans les catalogues, si je puis dire, ou les classifications médicales, le terme de perversion sexuelle a quasiment disparu. Et ce qu'on appelait encore au début du XXe siècle, encore au milieu du XXe siècle, perversion est de plus en plus souvent aujourd'hui considéré comme un aspect, comme des pratiques sexuelles tout à fait non seulement respectables, mais gratifiantes. Alors paradoxe quand même parce que en même temps, nous et tout ce qui s'est produit ces derniers temps autour de la question, disons, de la violence sexuelle, montre que ce qui n'est plus jugé comme nécessairement immoral peut quand même être jugé comme pathologique. Alors le pervers, c'est plus celui qui a des pratiques sexuelles consentantes mais hors normes. Le pervers, c'est celui qui va se remettre et considéré comme celui qui va pratiquer la sexualité sur un mode plutôt plus ou moins criminel ou plus ou moins violent. Et de ce point de vue-là, je suis assez frappé par le fait que la sexualité a été libérée, il faudra peut-être revenir sur ce terme, hein, mais liberté ici, évidemment, ça s'oppose à passion. Comment peut-on se libérer des passions par la passion? Bon, mais enfin, on a parlé de libération sexuelle, et à certains égards à juste titre, puisqu'on a tout de même dans le domaine de la législation, par exemple, beaucoup remis en cause, ce qui était autrefois interdit. Mais plus, tout se passe comme si, à mesure qu'on libérait la sexualité, c'est-à-dire qu'on donnait aux individus le droit de vivre une sexualité qui serait la leur. En même temps, on constate de plus en plus souvent, en tout cas les sociologues nous disent, que nous n'avons jamais été dans des sociétés dans lesquelles la misère, là ça renvoie à pathos, passion, la misère sexuelle a été grande. C'est comme si, au fond, dès lors que nous sommes devenus maîtres de notre désir, maîtres de notre vie, et de notre vie amoureuse et sexuelle, les deux sont liés, et bien en même temps, nous étions responsables d'elle et par conséquent aussi de plus en plus soumis à la déception. Alors, ce qui me paraît intéressant sur la sexualité aujourd'hui, sur le sexe aujourd'hui, d'où le titre de cette revue Esprit dont je m'étais occupé, le sexe après sa révolution, qu'est-ce qui nous reste au fond de ce que les sociologues ont appelé la parenthèse heureuse ou la parenthèse enchantée. La parenthèse enchantée, c'est les 30 années qui ont suivi 1968. Hein. C'est un peu les 30 glorieuses de la sexualité, si vous voulez. La parenthèse enchantée, où l'on pensait que la libération du corps allait entraîner une sorte de, je schématise évidemment, mais une sorte de joie généralisée ou d'émancipation même politique. Qu'est-ce qu'il en reste? Une parenthèse désenchantée. Alors, j'avais l'intention je l'ai toujours d'ailleurs, si pour autant qu'on puisse développer un peu, de revenir un peu sur ces jugements extrêmement massifs sur le fait qu'au fond, c'était pas la peine de conquérir des droits pour, une fois les avoir, constater qu'on était toujours aussi malheureux, sinon plus qu'avant. Bon. Alors, de ce point de vue-là, je crois, c'est un peu le rôle du philosophe d'essayer d'introduire des concepts, des distinctions. Je dirais que plutôt que de faire un peu comme, je sais pas, je prends cet exemple parce que c'est celui qui vient à l'esprit, comme Michel Houellebecq par exemple, c'est-à-dire considérer qu'après tout c'était mieux avant. Bon, beaucoup de gens disent que c'était mieux avant. C'était mieux avant quand la sexualité, la passion sexuelle était véritablement transgressive, donc interdite, parce qu'au moins il y avait un peu de courage là-dedans. Aujourd'hui, à lire ses romans, du moins, ou à parfois prendre ou lire ses prises de position, j'ai rien de spécial contre Houellebecq, qui est un grand écrivain, mais c'est sur ce diagnostic-là que je voudrais apporter un correctif. Aujourd'hui, finalement, on aurait libéré les hommes et surtout les femmes et on se retrouverait avec des névrosés partout, sinon d'ailleurs des dépressifs. Bon. Alors, il me semble qu'il vaut mieux distinguer entre ce que j'appellerais l'ordre de la représentation et l'ordre de l'événement. Une passion, au fond, c'est toujours deux choses. Et là, ça ne vaut pas que pour la sexualité. C'est une représentation, c'est-à-dire on a une idée de ce qui comblerait notre désir. On s'en fait une idée ou on en a une idée. Cette idée, peut-être vient-elle de la société, peut-être vient-elle de notre biographie, peut-être vient-elle de notre esprit, mais encore une fois, l'avare pense que c'est l'argent qui va constituer l'objet de sa plénitude.
celui qui est dans une dimension plus érotique va penser que c'est le plaisir sexuel. Alors, de ce point de vue-là, la représentation, je dirais, nous sommes dans des sociétés qui représentent la sexualité, qui s'en font une image, qui s'en font même des images. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes dans des sociétés qui sont liées, chacun le sait, dans le domaine de la sexualité, à, via l'Internet par exemple, à de plus en plus d'images de ce que c'est qu'une sexualité active, sinon heureuse. Nous n'avons jamais autant disposé de représentation du plaisir. C'est-à-dire que finalement, la passion sort de... ou arrive dans une forme de normalité. Est-ce qu'elle est normative, cette passion sexuelle, aujourd'hui? Alors, si on en reste à la représentation, oui. D'ailleurs, puisque je citais Houellebecq, en règle générale, dans ses romans ou ses prises de position, il cite souvent les catalogues de voyages qui promettent des orgies invraisemblables, de vacances plutôt, les publicités qui présentent des corps de plus en plus parfaits, en apparence parfaits d'ailleurs, et en même temps à disposition. Donc, du point de vue de l'image que l'on se fait, c'est-à-dire de la représentation de la sexualité, effectivement, il est certain que nous sommes de plus en plus, je dirais, dans, c'est paradoxal pour une passion, mais dans quelque chose d'assez intellectuel, c'est-à-dire nous faisons encore une fois une représentation très précise de ce que nous voulons, d'une certaine manière, de ce que nous désirons. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand on interroge la libération sexuelle, qu'est-ce que c'est pour un homme, une femme, surtout pour les femmes, de pouvoir se représenter librement ce qu'elle désire? Eh bien, c'est bien d'essayer de maîtriser, de contrôler son propre désir. Et c'est là où je me distinguerais justement des constats sur l'apparente misère sexuelle aujourd'hui, c'est que c'est tout de même un moment nécessaire pour la passion dans notre modernité démocratique, de passer par la représentation. Et j'en prends un seul exemple, puisqu'il est un peu dans l'actualité, la loi qui a été votée en Californie, et qui sera peut-être votée dans une forme similaire en France, après tout ce qui s'est passé autour des hashtags divers qu'on a connus ces dernières semaines. Cette loi s'appelle Yes Means Yes, hein, c'est-à-dire que dans une rencontre, entre un homme et une femme, en général c'est ce modèle-là, dans une rencontre, il faut s'assurer que la partenaire surtout, consent, hein, le critère du consentement au rapport sexuel ou même à l'érotisme doit être garanti. Alors, avant de crier en disant qu'il va falloir signer un contrat immédiatement avant d'entretenir ou d'entreprendre, plutôt de séduire une femme, eh bien, je voudrais insister sur ce qu'il y a de nécessaire dans d'utile et même de souhaitable dans cette procédure. Non pas que je sois favorable à la loi américaine comme telle, mais parce que, effectivement, ça suppose que un sujet moderne, une femme en l'occurrence, c'est souvent pour les femmes que ces lois sont, enfin, à destination des femmes que ces lois sont votées, mais enfin ça peut concerner en droit des hommes, sait où est son désir. Il a conscience d'avoir par rapport à son désir une certaine maîtrise. C'est ça la représentation. Au fond, j'ai une idée de ce que je suis sexuellement, de ce que je désire, de ce que je peux, de ce que je ne peux pas, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, et par conséquent, à partir de là, ma vie sexuelle, mes pratiques sexuelles sont les miennes. Elles ne dépendent pas, et c'est ça quand même la modernité, elles ne dépendent pas de l'appartenance à la tradition ou au genre. Du moment que la sexualité n'est plus liée, ce qui est le grand phénomène moderne, du moment que la sexualité n'est plus liée à la procréation, donc à l'ordre naturel, elle inscrit un désordre, si l'on veut, mais un désordre qui peut être d'une certaine manière favorable à la liberté de l'individu. Donc, pour dire juste un mot sur la manière dont on parle aujourd'hui de la sexualité, souvent sous l'aune de la violence, parce qu'on fait du consentement le principe même de la sexualité, je dirais que dans un premier temps, c'est quelque chose qui est inévitable, parce que la seule appartenance à un genre, au genre féminin, j'insiste sur ce point, puisque c'est lui qui est quand même central dans les questions récentes, la simple appartenance à un genre, ou à une espèce, disons, ne suppose pas ou n'implique pas une disponibilité sexuelle pour le genre opposé, enfin opposé, ou en tous les cas pour le sexe opposé, comme on le dit. Et de ce point de vue-là, effectivement, cette image du contrôle de mes désirs, me paraît liée à la démocratie, mais elle a une limite. On a souvent envisagé, finalement, la passion sous la forme d'un rapport de force.
Dans le cas que vous évoquez, il n'y a forcément pas de rapport de force. Alors, est-ce que ça reste une passion ou est-ce qu'il y a finalement une découverte, un champ nouveau pour les passions qui ne serait pas de s'opposer aux autres? Alors, bah oui, on arrive tout à fait à pouvoir associer les deux, parce que la sexualité, c'est quand même le prototype de toute passion, puisque c'est le prototype de tout manque. Bon. Une fois qu'on a dit que les individus, c'est ça le propre de la sexualité démocratique, si je puis dire, savent mieux que personne d'autre ce qu'ils désirent. Que ni une église, ni un médecin, ni une famille, ni la nature ne peuvent leur assigner des désirs ou des pratiques qui seraient les leurs. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut quand même revenir à ce que c'est que si j'ose dire de manière un peu naïve, pourquoi est-ce que le désir sexuel porte ou a une telle puissance? Qu'est-ce qui fait que nous sommes à ce point motivés, si j'ose dire, par lui? Et c'est là qu'on rentre dans une difficulté ou même une tension. Parce qu'en réalité, on aura beau dire, et il faut le faire, j'insiste sur ce point, que le désir, c'est mon désir et que je suis le mieux à même de le définir. En même temps, à côté de la sexualité comme représentation, il y a cette dimension vraiment passionnelle qui est ce que j'appellerais la sexualité comme événement. C'est-à-dire attendre que de l'autre surgisse tout d'un coup, par le plaisir, que surgisse quelque chose qui me dépasse en quelque sorte. Bon. Et on aura beau insister sur le contrôle de soi, il y a beaucoup de sociologues qui ont montré que l'individu moderne, par exemple Norbert Elias, se définit par l'autocontrôle, y compris dans la dimension sexuelle ou corporelle. Norbert Elias, c'est quelqu'un qui s'étonnait, dans les années 60, que l'apparition des maillots de bain, des monokinis, etc., ne soulèvent pas immédiatement sur les plages occidentales des violences sans nom. Bon. Et il voyait un renfort à sa thèse sur laquelle l'individu moderne s'autocontrôle. Et au fond, d'une certaine manière, inscrit dans son désir de certaines limites. C'est l'aspect représentation. Mais en même temps, il y a quelque chose dans la sexualité, je crois, qui, comme dans toute passion d'ailleurs, qui dépasse ce contrôle, mais positivement. Je ne parle pas de la violence que cela peut entraîner, parfois ça en entraîne. Je parle de positivement au sens de l'événement. Pourquoi, au fond ? Pourquoi est-ce que la sexualité nous occupe tellement ? Je dirais que depuis que la sexualité n'est plus liée à la procréation de manière absolument mécanique, en quelque sorte, elle part en quête d'un événement, de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas tellement la différence ici pour moi entre ce qu'on appelle, pardon de parler ainsi, le coup d'un soir et puis de l'autre côté une sexualité qui serait une sexualité beaucoup plus de couple, beaucoup plus habituelle. En un sens, peu importe. C'est toujours la recherche de quelque chose qui excède notre attente et notre représentation. Parce que qu'est-ce que c'est que cet événement ? C'est précisément une manière dont notre corps... C'est pour ça qu'il vaut, somme toute, toujours être au moins deux pour avoir un rapport sexuel, si vous voulez. C'est que d'attendre qu'un autre corps vienne révéler sur moi plus que ce que j'en sais déjà, tout seul, d'une certaine manière. Et cet événement, c'est tout simplement le plaisir. Je crois que toutes les difficultés dans lesquelles on est à tenir un discours aujourd'hui sur la sexualité, ou parfois d'ailleurs à la vivre, viennent de ce qu'on est dans une tension entre le désir, je sais ce que je désire, c'est ça la représentation, et je ne veux pas aller au-delà du point où mon corps, mon histoire, mon psychisme m'amène. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va chercher dans le plaisir, et peut-être aussi d'ailleurs dans le plaisir amoureux, pas seulement dans le plaisir sexuel, eh bien d'être un petit peu démenti, déplacé, d'être un peu transformé dans l'idée que je me fais de moi-même. C'est en quoi ça demeure une passion, et parfois heureusement une passion joyeuse, du fait que nous sommes tout d'un coup non plus dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Et cela, évidemment, explique la tension, enfin en tout cas à mon sens, explique la tension actuelle à propos et même parfois d'ailleurs je dirais la grande frustration à propos des discours sur la sexualité, puisqu'à la fois nous sommes tenus d'être en permanence conscients de nous-mêmes, dans le contrôle, dans l'auto-répression même parfois, et en même temps, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? Sinon, ça les Grecs l'avaient déjà bien compris, une forme de démesure, l'attente tout d'un coup qu'un sens, aux deux, c'est pas un hasard si le mot sens, sensibilité, veut dire à la fois le sensible, le corps, et la signification. Je crois que la sexualité, c'est le lieu, le désir, c'est le lieu où la signification vient
aussi à travers le corps et à travers la sensibilité. Vivre une passion, et notamment une passion liée à la sexualité, c'est faire preuve aussi d'une énergie vitale formidable. Alors donc, la passion ne suppose que de l'énergie et pas de la passivité. La passion nous fait agir, mais sur la base de la passivité. C'est-à-dire que le désir, il est vécu, et on peut dire en un sens subi. Bon, je n'ai pas choisi de désirer telle personne, ou de désirer d'ailleurs la richesse, l'ambition. Bon. Donc c'est subi d'ailleurs au sens double du terme. C'est subi par rapport à ma propre volonté, mais c'est subi aussi au sens où la plupart des passions, y compris d'ailleurs les passions de nature sexuelle, sont souvent en fait les désirs de cette nature sont souvent l'intériorisation par le sujet de ce qui lui est présenté par la société, ou par les médias, ou par les images dominantes, disons, comme étant désirable. Bon. Donc en ce sens, on ne choisit pas ces passions. Ce sera d'ailleurs contradictoire. Bon. Mais ce désir, cette passivité-là, elle nous met face à un manque. Et c'est ça qui va nous faire agir, précisément, parce que c'est par le manque, c'est par le sentiment, la conviction, parfois illusoire, que je ne peux pas vivre sans telle ou telle chose, eh bien que je me mets en mouvement, que j'agis et que je ne reste pas simplement, si vous voulez, assis à ma table, quoique la passion de connaître puisse être aussi, le désir de connaître puisse être aussi, de travailler, donc en ce sens, puisse être aussi motivant. Je dirais simplement qu'un être qui aurait d'emblée satisfait toutes ses passions est un être qui se condamnerait à l'inertie. Et dans l'action, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la douleur, pas forcément d'une douleur insupportable, mais au fond, on ne ferait pas grand-chose. Bon. C'est une forme aussi d'aliénation, non ? C'est une forme d'aliénation si le manque qui nous motive ne nous permet pas d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, et on reviendrait à cette notion d'événement. C'est-à-dire, au fond, c'est toujours un manque qui me porte à désirer quelqu'un, mais dans le moment du plaisir ou le moment amoureux, il devrait y avoir, il n'y a pas toujours évidemment, hein, mais il devrait y avoir aussi une plénitude, hein, pardon de le dire aussi simplement. Et une plénitude, ça ne veut pas dire, c'est le point sur lequel j'insiste, confirmation de mon désir. Parce que souvent on parle de misère sexuelle ou de déception par rapport même aux passions en général, mais en fait on est déçu lorsque on s'attend à être confirmé. Bon. Et évidemment on a une image de ce que nous désirons, et on peut dire littéralement maintenant avec Internet, les sites de rencontres, etc., une image. Bon. On a une image de ce que nous désirons et nous constatons que l'autre ne correspond pas parfaitement à cette image. Et c'est là où tout se joue. Dans cette non-correspondance entre l'objet de mon désir et puis le moment de la rencontre. Parce que soit on considère que comme l'autre ne correspond pas exactement et en tout point physique, psychique, de voix, de compte bancaire aussi, bon très bien, à ce que j'attends, c'est-à-dire à ce que je considère comme m'étendu, en réalité, alors je suis déçu. Bon, eh bien, écoute, il me semble que c'est tout l'inverse qui devrait se produire. C'est-à-dire que c'est précisément cela qui apporte le plaisir, pas seulement le plaisir sexuel. C'est le fait de ne plus d'être, comment dirais-je, dépassé dans ses représentations. Se représenter quelque chose, c'est le voir par avance. Dans le plaisir, dans tout plaisir, même le plaisir de table, si je puis dire, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu énervé dans certains restaurants. Plus ils sont chics, plus on vous dit bonne dégustation, après vous avoir décrit comme ça, de manière, pardon cette métaphore filée, hein, après vous avoir décrit par le menu, si j'ose dire, ce que vous avez dans votre assiette. Bon. Donc, vous avez une représentation, en général c'est très bien présenté, etc. Vous avez en plus un discours qui se porte dessus, et ensuite une attente qui est celle du plaisir arrivé. Bon, toutes ces conditions, si vous voulez, font que le plaisir est de toute façon pratiquement anéanti. Je parle pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va plus rien se passer, il n'y aura plus d'événements, puisque vous savez déjà ce que vous mangez dans le détail, comment c'est fait, etc. Bon. Toute proportion gardée, pardon, de cette comparaison. Il en va de même dans le champ du désir sexuel et ou amoureux. Peut-être on reviendra sur la différence entre les deux, mais si vous allez sur un site de rencontre, je parle bien sûr d'après ce que je lis dans la presse. Hein. Si vous allez dans un site de rencontre et que vous voyez par le menu
La description de la personne, les photos, non seulement son âge, mais ses hobbies, même sur certains sites, son livre d'or. Là, on se croirait quasiment sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, le TripAdvisor, enfin, ce qui va vous donner un avant-goût de l'hôtel ou du restaurant où vous allez manger. Bon. Tout cela produit un effet qui, en réalité, se constate d'ailleurs, là aussi les sociologues sont formels, c'est-à-dire qu'on passe des heures à rechercher, les utilisateurs passent des heures à rechercher une image correspondant parfaitement à leur représentation du désir, et à la fin éteignent leur ordinateur parce qu'elles ne la trouvent pas. Et de ce point de vue-là, l'élément fondamental du plaisir, c'est-à-dire la surprise, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'événement, cet événement-là, évidemment, est retardé. Parce que la sexualité, à mesure qu'elle devient plus libre, et je m'en félicite, elle devient aussi plus réflexive. C'est-à-dire que nous sommes invités à nous poser la question, est-ce que je le vaux bien? Est-ce que c'est bien à la hauteur de mes attentes? On est en permanence, et le sujet contemporain, l'individu contemporain, se pose la question de savoir si la personne qu'il a en face de lui est bien à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir. Bon. Alors je crois que la première chose à essayer de faire, bon évidemment je ne dis pas que c'est facile à faire, mais la première chose c'est essayer de... C'est pas tellement la passion qui ici est dangereuse, c'est plutôt une forme de raison qui consiste justement à toujours comparer ce que l'on est à ce que l'on peut prétendre avoir, et qui à la fin fait qu'effectivement on n'a rien, parce que rien n'est censé correspondre pleinement, rien ne peut correspondre pleinement à nos attentes, pour la bonne et simple raison que le plaisir n'a lieu que lorsqu'il dément nos attentes initiales. Vous l'abordiez il y a un instant, la différence entre la passion sexuelle et la passion amoureuse. Vous avez sur le sujet, j'imagine, une réflexion. Alors, allez-y, je vous en prie. La passion, évidemment, il y a une tentation d'opposer les deux. En tout cas, disons, peut-être pas la passion amoureuse, mais l'amour, et puis, disons, l'érotisme au sens strict, en faisant une hiérarchie, quoi. Bon, l'amour, c'est mieux que le sexe. Bon, voilà. Parce que ça dure plus longtemps. Parce que c'est moins lié au corps, moins fondamentalement lié au corps. Alors, cette conception, bon, disons d'ailleurs qu'il y a une histoire assez platonicienne, hein, on oppose... à partir de Platon, et ça sera très fort dans la tradition chrétienne, Eros, d'un côté, le désir dans sa démesure, et essentiellement sexuel, à Agapé, la conception de l'amour beaucoup moins charnel, beaucoup plus spirituel. Alors cette tradition, je ne la remets pas en cause, mais je dirais simplement que, d'ailleurs, même beaucoup d'auteurs, comme Augustin, d'auteurs tout à fait chrétiens, je veux dire, ont montré qu'il n'y a pas d'Agapé sans Eros, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité... il y a, même dans les formes les plus spiritualisées, je dirais, d'amour, je pense par exemple à la mystique, l'amour de Dieu, l'amour. Il y a un éros démesuré. Si vous lisez Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, vous voyez qu'il y a une érotique de Dieu, hein, un rapport aussi extrêmement puissant. À quoi? Encore une fois, à ce qui nous manque. Alors pour les mystiques, ce qui manque fondamentalement, c'est Dieu. Mais au fond, peu importe, il n'y a pas de hiérarchie à faire en fonction des objets, à mon sens. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans des sociétés où il est devenu, ça c'est vrai, de plus en plus difficile de faire une séparation stricte entre ce qui relèverait purement de l'amour et ce qui relèverait, purement ou salement d'ailleurs, de la sexualité. D'une part parce que, contrairement à ce qui s'est passé pendant des siècles, la sexualité est devenue une dimension fondamentale du couple. Je veux dire une sexualité, entre guillemets, réussie, c'est-à-dire pour l'homme et pour la femme, qui était considérée pendant des siècles comme la dernière roue du carrosse relativement à son propre corps. Bon, et je ne crois pas qu'on puisse... quoique beaucoup le fassent. Mais regretter la période où la question du plaisir féminin n'était que tout à fait secondaire dans un couple. Donc déjà là, ça complique un peu l'opposition amour-sexualité, puisqu'au fond, en gros, on voulait dire l'amour, c'est pour les femmes, hein, bon, et puis la sexualité, ça, on laisse ça aux Don Juan, bon, aux hommes. Et puis, d'autre part, bon, il y a 1000 formes d'amour, certaines ne passent pas par forcément une sexualité, mais toutes passent par une forme de désir qui n'est pas obligé, qui n'est pas nécessaire toujours de se réaliser. En vous écoutant, je me posais une question. Est-ce qu'on peut vivre sans passion? Est-ce que c'est imaginable ou c'est une utopie d'y penser?
Je ne sais pas si c'est une utopie, mais c'est imaginable, puisque c'est même un des motifs, un des buts de certaines traditions philosophiques. Si on remonte au stoïcisme, par exemple, même un peu avant d'ailleurs, mais dans le stoïcisme, par exemple, c'est clairement l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de passion, l'absence d'émotion, pour être précis, qui est l'idéal, qui serait l'idéal de la sagesse. Alors après, c'est une question, si vous voulez, d'option philosophique. Hein. Bon, à titre personnel, moi, je suis plutôt hostile à cet idéal ataraxique d'absence de la passion, d'absence de passion, comme plutôt au fait que la sagesse se caractériserait nécessairement par l'absence de passion, c'est-à-dire de souffrance. Parce que les stoïciens, évidemment, insistent beaucoup, eux, sur tout ce qui, dans la passion, toutes les passions, y compris sexuelles, surtout sexuelles, est douloureux. Parce que, pourquoi j'y serais hostile? Enfin, hostile, pourquoi ça ne me semble pas être adéquat? Parce que, au fond, cet idéal d'ataraxie, cette insensibilité portée au rang de norme, de vertu, au fond, on la voit à l'œuvre aujourd'hui sous nos yeux. Bon. Le triomphe de ce que j'appellerais, moi, la raison calculatrice, ce triomphe, disons, d'une manière de se rendre insensible ou imperturbable à ce qui nous arrive pour se protéger, sans doute, c'est l'ataraxie des contemporains. Bon. Et je crois que c'est pas seulement qu'on passe à côté d'un élément fondamental de la vie, c'est-à-dire, au fond, se laisser un peu submerger quand même par les autres ou par le monde, ce que les stoïciens ne voulaient absolument pas. Hein. Pour eux, il fallait être le héros stoïcien, c'est celui à qui rien n'arrive, au fond. Bon. Aucun événement, et qui s'en trouve très, très bien. Bon. Il me semble que c'est non seulement discutable du point de vue de ce qu'est la vie humaine, mais c'est même aussi discutable du point de vue de ce que devrait être le savoir ou la raison humaine. Parce que le sage à qui il n'arrive rien ou qui n'éprouve plus aucune passion, c'est celui qui n'a plus rien à apprendre. Voilà. C'est celui qui considère que, au fond, rien de ce qui peut arriver dans le monde ou dans sa vie ne va le transformer. Et ça produit un type d'homme, un type d'individu, ça, homme ou femme, mais un type d'individu extrêmement, comment dirais-je, préoccupant, mais qui existe. Hein. Je vous incite peut-être sur la question justement du désir, de la passion sexuelle, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à aller regarder un film qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Shame, la honte en anglais, Shame, qui montre la vie, si on peut appeler ça une vie, d'un jeune homme, une trentaine d'années, riche, qui habite à New York, il s'appelle Brandon, il est complètement, disons, au pinacle de la mondialisation heureuse, je sais pas, il doit travailler dans une entreprise, gagne très très bien sa vie, il est beau, enfin tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui, sauf que il ne veut rien ressentir. Alors comme il ne veut rien ressentir, dans le domaine de la sexualité, il passe des heures sur Internet à se masturber, ou alors il fait venir par Internet toujours des prostituées chez lui. Il est incapable, au fond, de se laisser altérer par le monde extérieur. Il ne vit que dans le calcul. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, fait énormément de sport, mais au sport, comment dirais-je, au sens urbain du terme, c'est-à-dire de la musculation, où il va courir. Bon. C'est quelqu'un qui ne mange que bio. Bon. C'est quelqu'un qui, très bien, hein, mais c'est quelqu'un qui ne veut que rien n'entre dans son corps qu'il ait déjà prévu. Donc il a ce même rapport à la sexualité, c'est-à-dire, au fond, je veux toujours tout calculer, je veux absolument ne pas me laisser inquiété par le dehors. Et puis le problème, c'est que l'inquiétude arrive à un moment, alors je ne vais pas raconter la fin, mais l'inquiétude arrive, c'est-à-dire une rencontre qui tout d'un coup remet totalement en cause cette espèce d'équilibre ataraxique, si j'ose dire. En même temps, alors il est très très sexuel, lui, c'est-à-dire, mais quand le film est sorti, on a dit il y a une nouvelle addiction, il y a une nouvelle maladie qui vient de sortir, c'est le sexe addict, celui qui doit impérativement avoir 5 orgasmes par jour, sans quoi il ne peut pas dormir. Mais il est sur un mode très rationnel, c'est-à-dire tout est calculé, au fond. Et c'est au moment où la perturbation arrive, c'est-à-dire une véritable rencontre. Alors on pourrait dire pour le coup amoureuse, mais aussi sexuelle, mais où tout d'un coup on va lui demander, c'est pas comme avec les prostituées ou les films porno qu'il regarde, on va lui demander d'être présent à ce qu'il vit, ou de laisser un peu lâcher prise par rapport à une vie aussi bien chronométrée. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent, mais dans ces ennuis, je dirais aussi ce qui vaut peut-être d'être vécu dans la vie humaine, c'est-à-dire des expériences où justement il y a un événement. Hein. Il y avait j'ai oublié laquelle, dans une revue de psychanalyse, il y avait une femme, enfin comme souvent les revues de psychanalyse
décrivent les analyses de ceux qui écrivent dedans. Et c'était l'histoire d'une femme qui raconte comment, bon, je sais pas, à 50 ans, elle vit une passion amoureuse absolument invraisemblable et surtout totalement inattendue. C'est-à-dire qu'elle avait construit toute sa vie autour du fait qu'il ne s'y passerait plus rien dans ce lieu, dans ce domaine-là, qui est celui du désir. Et alors elle dit, ça m'avait frappé, elle dit, c'est comme un miracle. Ce qui m'est arrivé là, c'est alors évidemment avec la douleur qui va avec, hein, il faut rompre avec sa vie normale, etc. Bon, puis on n'est pas garanti de réussir. Elle dit, c'est comme un miracle dans une vie de chien. C'est comme un événement dans quelque chose où on n'attend plus aucun événement. Alors je crois qu'une des tâches qui nous incombe, à titre individuel et peut-être aussi au niveau politique, c'est de concevoir qu'il puisse y avoir des événements, c'est-à-dire quoi? Peut-être pas un miracle, mais des événements, c'est-à-dire du nouveau, et pas simplement la perpétuation ou la confirmation de ce que nous savons déjà avant même de rencontrer quelqu'un. Si je vous dis que les désordres de la passion construisent aussi le bonheur, ou une part de bonheur, je suis à côté de la plaque ou pas? Rien n'est pire, en tous les cas, qu'un ordre, dans le domaine affectif, en tout cas, hein, peut-être aussi politique, rien n'est pire qu'un ordre qui est à ce point clos sur lui-même que rien ne peut y arriver. Voilà ce que je pourrais définir. Donc, est-ce que ça suppose que le désordre, ce soit le bonheur? Parfois, c'est le malheur. Si vous avez une vie absolument, comme on dit, rangée, bien rangée, etc., et que vous avez soit une passion sexuelle, soit une passion amoureuse, qui vient évidemment détruire cet ordre ou le remettre en cause. Bon, le premier moment n'est jamais un moment extrêmement joyeux. Bon. Mais en tous les cas, donc, je ne sais pas si c'est une condition du bonheur. En tout cas, c'est une condition de la liberté, ça c'est sûr. Parce qu'un ordre existentiel, social, personnel, je veux dire, ou social, biographique ou social, qui est à ce point clos sur lui-même que plus rien de nouveau ne peut l'altérer, c'est-à-dire aucune rencontre ou aucune idée. Finalement, moi, j'aurais tendance à analyser ça sur un plan similaire, enfin parallèle plutôt, c'est pas la même chose, mais au fond, quand on lit un livre de philosophie ou qu'on a une idée, comme on le dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On a une idée, avoir une idée ou lire quelque chose qui vous transforme, eh bien, c'est aussi quelque chose de nouveau qui, par principe, va déstabiliser l'ordre dans lequel vous êtes. Il y a des gens qui ne veulent avoir aucune nouvelle idée, parce que cela les effraie. Bon. Je crois qu'il vaut mieux avoir peur de cette peur-là, la peur de ne pas être effrayé ou transformé, plutôt que de vouloir construire une vie selon des plans, ou une société d'ailleurs, selon des plans qui seraient parfaitement préétablis. Vous avez vous-même des passions, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément sexualité, quoique, mais moi j'ai noté au moins 2 de vos passions, la nuit et Berlin. Vous pouvez en quelques mots nous dire pourquoi ces 2 passions? Elles sont liées. Alors, je dirais que la nuit, il peut justement arriver des choses imprévues. Bon. Et on peut dire littéralement imprévues. Parce qu'on voit moins bien la nuit. Et dans le livre que j'ai consacré à ce thème, j'essaie de montrer que voir moins bien la nuit, c'est la condition pour voir autrement. Ce n'est pas simplement une privation, un manque, quelque chose qui produit de l'inconfort. On voit moins bien, on entend parfois mieux, on touche différemment. Bref, cela remet en cause nos catégories, nos classifications, la manière dont on va aborder les choses et les autres, du fait que l'obscurité ne nous permet pas de décider par avance de ce qu'il devrait être. Il y a une belle phrase de Jean-Pierre Léaud dans le film de Jean Eustache, La maman et la putain, où il dit vous savez comment les gens sont beaux la nuit. Alors ça ne veut rien dire, les gens sont beaux la nuit, ils ne sont pas plus beaux la nuit que le jour. Ils sont beaux la nuit parce qu'on les devine et donc on laisse une place à la surprise plus grande que le jour où nous sommes habitués, au fond, nous attendons à voir certaines choses et pas d'autres. Et lorsque nous voyons quelque chose que nous ne nous attendions pas à voir, hein, ça vaut même politiquement, ça aussi, hein, tout d'un coup, tiens, voilà un réfugié, on ne s'attendait pas à le voir, ça crée souvent de la colère. Bon. Alors Berlin, d'ailleurs c'est bien la nuit, Berlin, parce que c'est une ville qui, alors bon, il faudrait la développer, mais enfin, pour quantité de raisons, rend possible cette expérience de la nouveauté ou de la surprise, plus peut-être que des villes, j'ai rien contre Paris, où j'habite quand même le plus clair de mon temps, mais pour une raison simple, hein, je vois qu'il reste peu de temps, donc je le dis clairement, très simplement, très vite, trop vite. Bon, Berlin, c'est très grand d'abord.
9 fois plus grand que Paris. Donc il y a un espace qui fait qu'on a le sentiment qu'il peut s'y produire des choses. Et puis deuxièmement, Berlin a été rasé, comme vous le savez, en 1945, et tant mieux, vu le contexte. Mais c'est une ville qui, de ce point de vue-là, ne peut pas se permettre de vivre sur son passé. Il n'y a pas de monument, et donc par conséquent, il y a plus d'imprévus et plus de nouveautés que dans des villes qui, tant mieux pour elles, sont beaucoup plus patrimoniales du fait de la beauté des monuments qui les accueillent. Merci, Michael Fossel, de nous avoir consacré cet entretien.